Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, on parle d'investissement responsable. Les fonds ISR ont moins bien performé que les fonds classiques en 2022, alors qu'en 2020 et 2021, ils tiraient leur épingle du jeu. Comment aborder cet investissement quand on associe encore performance et énergie fossile, par exemple? Nous en parlerons dans une minute. Et puis dans Enjeu Patrimoine, le fonds euro n'a pas dit son dernier mot. C'est le produit cœur de l'assurance vie et sa rémunération va grimper cette année. Ses conditions d'accès aussi se sont assouplies. Alors qu'il semblait oublier, le contexte actuel pourrait nous faire penser à un retour en force. On mettra un petit bémol peut-être car sa rémunération reste tout de même très inférieure à l'inflation. Ça, on en parle tout à l'heure. J'ai tout dit. Smart Patrimoine, ça commence maintenant. Faut-il opposer ISR et performance alors qu'ils semblaient avoir fait leurs preuves? Les fonds ISR ont curieusement moins bien performé que les autres en 2022. L'idée reçue que les fonds ISR seraient moins rentables que les fonds classiques peut-elle alors refaire surface? On fait le point aujourd'hui avec notre invité, Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Olivier Cassé. Merci beaucoup de nous accompagner. Comment vous expliquez cette baisse de la performance des fonds ISR en 2022 en comparaison, je le disais, avec 2020 et 2021? Oui, alors la question est d'autant plus pertinente qu'historiquement, c'est vrai qu'en période chahutée sur les marchés financiers, la gestion ISR se comportait bien et avait tendance à surperformer. En ça, 2022 est une année assez exceptionnelle. Alors il y a plusieurs explications. Il y a tout d'abord, je dirais, un aspect sectoriel. C'est vrai que si vous regardez sur les marchés européens, l'année dernière, les meilleurs performeurs au niveau sectoriel, on retrouve l'énergie. Vous avez eu des acteurs qui ont progressé de plus de 30%. D'ailleurs, l'indice sectoriel européen énergie a progressé de plus de 30%. On a eu les valeurs de la défense également qui se sont bien comportées, les valeurs du tabac qui ont également largement surperformé, avec des performances sur tous ces secteurs-là qui sont des performances positives. Parfois bien au-delà des plus 20 ou plus 30% que je mentionnais dans un marché qui a fait moins de 10%. Donc c'est vrai que les gestions ISR et ESG ont tendance à être peu ou pas du tout exposées au secteur que je viens de mentionner. Donc ça explique une large partie de la sous-performance. Et on a une... Ce que vous nous dites, c'est que ce sont des valeurs à part, les énergies, ce sont des valeurs qui continuent à performer, qui continueront demain à performer. Alors, est-ce qu'elles continueront? Je pense que c'est difficile à dire et tout ça dépendra un petit peu du phénomène et du contexte géopolitique et des perspectives qu'on peut avoir sur les prix du pétrole et du gaz. Nous, en tout cas dans notre gestion ESG et ISR, on a tendance à avoir une exposition très limitée à ces secteurs-là. On a aussi des contraintes liées à certains labels. Alors, c'est moins le cas du label ISR en France sur la partie énergétique, mais on a des fonds notamment qui ont des labels en Belgique, en Allemagne ou en Autriche, où là, on a tout simplement des limites très très fortes d'exposition à ces secteurs, de l'énergie, de la défense et du tabac. Donc, c'est vrai que quand on a cette gestion ISR, on est en tout cas, je ne vais pas dire totalement absent, mais les gérants de la place ont quand même une exposition très limitée à ces secteurs-là. Donc ça, c'est, je dirais, une explication importante à cette sous-performance de la gestion ESG l'année dernière. Et puis, il y a une deuxième explication, alors qui, moi, je l'aperçois de façon beaucoup plus positive, c'est-à-dire que quand on fait une analyse extra-financière et quand on fait une gestion ISR, on a quand même dans notre gestion un biais de qualité et de croissance. Et en 2022, notamment avec sur fond d'inflation à un niveau élevé, de retournement des politiques monétaires en Europe ou aux États-Unis, on a eu une remontée très très forte des niveaux des taux d'intérêt. Et donc cette variation des taux d'intérêt est venue pénaliser les valorisations des actifs à duration longue. Et quand on regarde les marchés actions, eh bien, ce sont les valeurs de croissance qui ont largement sous-performé. Donc c'est vrai que ce biais ESG et ce biais qualité-croissance est venu impacter, au-delà de l'aspect sectoriel que je viens de mentionner, les performances relatives de la gestion. C'est un point négatif sur 2022. Encore une fois, ce biais qualité-croissance sur du long terme. Et c'est comme ça qu'on a pu démontrer que grâce à cette analyse extra-financière, grâce à cette sélection de sociétés qui ont des bonnes pratiques vis-à-vis de l'ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit leurs employés, que ce soit leurs clients, que ce soit leurs fournisseurs, on arrive à avoir ce qu'on appelle un actif intangible, immatériel. Alors les comptables parlent de goodwill, c'est la différence entre la valeur de l'entreprise et la partie physique, ces actifs physiques de l'entreprise. Donc c'est tout ce qui est cette valeur de la marque et c'est tout ce qui va faire qu'à long terme, une entreprise peut croître et surperformer ses concurrents. Donc cette partie-là qui est venue nous pénaliser, ce biais croissance qui est venu nous pénaliser en 2022,
a posteriori, on le comprend très très bien et c'est lié à ce retournement sur les taux d'intérêt. À plus ou moins long terme, c'est quand même en effet un aspect qui est positif dans la gestion. Plutôt effet positif, on arrive à l'expliquer, c'est ce que vous dites. Donc cette année 2022 ne remet pas en question la confiance des investisseurs sur ces produits. Il y a beaucoup de questions, bien évidemment. Les clients posent des questions. Parce qu'on avait l'impression que le travail était fait. Oui, non, mais c'est surtout que c'est une sous-performance dans un marché baissier. Donc je pense que autant nos clients peuvent comprendre une certaine sous-performance quand on vient dégager des performances qui sont positives. Là, c'était négatif sur 2022. Nous, on est très transparent vis-à-vis de nos clients. On continue à travailler comme on le faisait dans le passé. Donc les secrets, en tout cas, de la façon dont on travaille chez Sycomore Asset Management, c'est que, on est très très proche des entreprises, et deux, on a une méthodologie d'analyse extra-financière qui est très très claire et très transparente vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que, et ça c'est un point clé chez nous, c'est-à-dire que on considère que la création de valeur d'une entreprise n'est pérenne que si elle est partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment regarder les pratiques et les politiques des entreprises vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. C'est le modèle SPICE, l'acronyme qu'on a créé pour cette méthodologie chez Sycomore Asset Management, qui vise à regarder justement le comportement de l'entreprise dans son environnement. J'aimerais qu'on en parle de ça. Comment vous garantissez aujourd'hui cette qualité, c'est ce que vous dites, cette transparence à vos clients? On parle souvent de la difficulté à faire une distinction entre les fonds labellisés, les fonds non labellisés. Il y a beaucoup de labels, certains plus efficients que d'autres. Voilà, vous, à quel label vous faites confiance? Voilà, expliquez-nous comment vous travaillez. Alors, c'est vrai qu'on surfe dans un environnement qui est en train de changer. C'est vrai que, moi j'ai 20 ans d'expérience. Il y a 20 ans, la gestion ISR, on en parlait très très peu. C'était vraiment une classe d'actifs un peu marginale. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus mainstream, et donc la réglementation est en train de se mettre en place. Et c'est une réglementation qui est mouvante. Et à côté de ça, en effet, comme vous le mentionnez à l'instant, on a des labels et des labels nationaux qui n'ont pas tous la même vision sur ce qu'est l'investissement socialement responsable. Donc nous, en effet, on essaie d'être, comme je disais tout à l'heure, très transparent dans la façon dont on aborde les choses, et notamment par rapport à la réglementation SFDR au niveau européen. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu en effet un papier de position de l'autorité des marchés financiers en France qui explique bien que cette définition de l'investissement responsable, et en tout cas cette réglementation SFDR avec ses articles 8 et ses articles 9, mérite d'être encore une fois éclaircie, parce que la définition d'un investissement durable n'est pas encore très concrète et peut être appréhendée de manière différente selon les acteurs de la place. Donc c'est vrai que vous avez, et c'est toute la difficulté pour nos clients, vous avez des clients qui veulent investir de façon responsable sur différentes thématiques, et en effet vous avez en face de ça un panel de sociétés de gestion qui vous propose des produits article 8 et article 9 qui sont positionnés et qui ont des contraintes et des intégrations de ces aspects extra-financiers qui sont différents les unes des autres. Et ça, c'est vrai que c'est une complexité importante pour nos clients, et c'est là où, en effet, ce que je mentionnais précédemment, on essaie d'être totalement transparent sur ce qu'on fait, avec une méthodologie, je le mentionnais également, qui est assez robuste, qui a quasiment 10 ans d'ancienneté aujourd'hui, et puis des échanges qui sont permanents avec les entreprises pour comprendre justement comment elles se positionnent vis-à-vis de ces enjeux-là. Et juste pour citer un exemple, avant d'arriver sur votre plateau, j'étais avec la direction générale de Capgemini, et en effet, un grand sujet actuellement dans le secteur des services informatiques, c'est la rétention des talents. Vous avez eu une vague d'embauche qui était très très forte. Alors c'est en train de se calmer au niveau des secteurs technologie, et vous aviez eu des taux d'attrition qui ont pu dépasser dans le secteur, même sur Capgemini, qui ont pu dépasser les 25%. Et nous, en effet, à travers cette discussion avec les entreprises, et de comprendre justement comment aujourd'hui une société comme celle-ci vient onboarder des nouveaux employés, combien on vient on réussit à tenir les employés dans l'entreprise, on arrive à voir en effet cette création de valeur de moyen long terme et ce sorte de goodwill qui donne à une société comme ça un avantage concurrentiel important. Et oui, puisque là, ce que vous mettez en exergue, on va dire que ce sont plutôt des thématiques sociales, en tout cas l'exemple que vous venez de nous donner. Est-ce qu'on peut faire la distinction aujourd'hui entre thématiques sociales, environnementales, sur cette question de la performance ? Alors oui, parce que en effet, l'année dernière, si vous regardez en effet les thématiques environnementales, elles se sont mieux comportées. On a eu quand même, on le voit notamment en soutien avec un flux important aux États-Unis, en Europe, de velléité d'investir massivement sur les prochaines années dans les énergies vertes, et donc toutes les entreprises cotées au niveau global, mais également en Europe, ont pu bénéficier en effet des perspectives de croissance qui ont été rehaussées sur les derniers mois. C'est plus facile à comprendre pour les investisseurs.
C'est plus facile à en comprendre, mais encore une fois, quand on parle de thématiques vertes, on peut adresser différents sujets. On parle en effet du climat, on peut parler de la qualité de l'air, on peut parler de la qualité de l'eau. Un grand sujet actuellement d'actualité, c'est véritablement la biodiversité. Donc encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un enjeu très très fort de pédagogie et de transparence vis-à-vis de nos clients, un effort qui va faire qu'en effet le client, et on revient à la base de l'investissement socialement responsable, va donner du sens à son investissement et va comprendre concrètement comment est utilisé son argent et comment est placé son argent auprès des entreprises. Il nous reste une petite minute. Quels fonds thématiques vous conseillez alors à suivre de près cette année? Alors, on a différents fonds thématiques chez Sycomore Asset Management. Donc, on parlait à l'instant du fonds thématique sur l'environnement. Donc, on a un fonds éco-solutions qui vise justement à investir dans des entreprises qui offrent des solutions vis-à-vis de cette transition énergétique. Donc c'est un fonds qui, en relatif, s'est mieux comporté l'année dernière et un fonds sur lequel on reste confiant pour le futur. Ensuite, sur la thématique sociale, on a différents fonds dans la maison. Ça, après, à chacun de voir les thématiques qu'il souhaite aborder. Mais par exemple, personnellement, je gère un fonds sur la thématique du vieillissement de la population. Donc, voir concrètement comment les entreprises peuvent apporter des solutions par rapport aux grands défis qu'on va devoir relever demain et même aujourd'hui par rapport au vieillissement de la population. Donc voilà, il y a chez Sycomore Asset Management toute une série de fonds thématiques qui sont tous, en tout cas, avec cette approche extra-financière qui vise à regarder cette création de valeur durable de l'entreprise qu'on vient proposer à tout type de clients. Bon, et vous restez optimiste? C'est le message que vous passez aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Olivier Cassé d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était très clair. Je rappelle, vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, faisons-nous face à un retour en force du fonds euro. Après plus de 20 ans de dégringolade, son rendement repart enfin à la hausse, autour des 2% en 2023. Une bonne nouvelle à laquelle on peut mettre un bémol tout de même, l'inflation, je le disais, galopante qui dépasse pour l'instant largement ce taux de rémunération. On en parle aujourd'hui avec Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Marion, merci beaucoup de nous accompagner. Séverine Flotte de Pouzol nous accompagne également, fondatrice de la financière de l'Aubrac. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue à toutes les deux. Marion Dewagener, est-ce qu'on peut commencer par réexpliquer les propriétés de ce produit cœur, donc je le disais, de l'assurance vie? Oui, alors absolument. Alors, le fonds euro, en fait, c'est un portefeuille. On parle de portefeuille général qui est investi par l'assureur, globalement en obligations, à peu près 80% en obligations d'État et en obligations d'entreprise. Et chaque année, l'assureur décide, en fonction du rendement de son actif, c'est-à-dire en fonction du rendement de ce portefeuille, la part qui va couvrir ses frais et essentiellement ensuite le taux qui va être servi aux assurés et le taux qui va être mis en réserve. C'est ce qu'on appelle la provision pour participation aux excédents. Alors, par le passé, on a plutôt doté cette provision, c'est-à-dire qu'on a mis des rendements en réserve pour l'avenir. Et puis là, on peut aussi, quand les conditions sont moins favorables, finalement, piocher dans les réserves pour booster le rendement servi aux assurés, ce qui permet du coup de lisser dans le temps le rendement. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'assuré, c'est un capital garanti, mais face à ça, l'assureur investit de façon prudente et pilote son rendement dans la durée. Et c'est vraiment un gros paquebot, et c'est ça aussi qui gère dans la durée les rendements du fonds euro par rapport à d'autres actifs. Pour qu'on comprenne bien, quelle proportion de l'encours total des contrats le fonds euro représente à peu près aujourd'hui? Alors c'est très variable, parce qu'en fait, si on regarde au global de l'assurance vie en France, le fonds euro représente encore de l'ordre de 70% des encours. En revanche, si on regarde ce qui a été commercialisé depuis plusieurs années sur l'assurance vie, si on regarde par exemple l'année 2022 qui vient de s'écouler, les contrats ont été commercialisés en moyenne à 60% en fonds euros et à 40% en unités de compte. Donc, je le disais, plombé par des années de taux bas, voire négatifs sur le marché obligataire, on l'avait oublié, en fait, ce fonds euro, pendant 20 ans. Alors, ça fait effectivement quasiment 20 ans que j'exerce en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas salarié depuis 6 ans à mon compte, au sein du cabinet financier de l'Aubrac. Et j'avoue que depuis 3, 4, 5 ans maintenant, je ne proposais quasiment plus de fonds euros.
Alors j'en proposais quand même, parce qu'il y a des personnes vulnérables, les majeurs protégés, de la trésorerie d'entreprise qui doit être certaine, des personnes très averses au risque. Néanmoins, ça n'était pas en effet une source de rémunération. J'utilisais plus le fonds euro comme peut-être une réserve de poche de cash qui était là en attente d'un point bas de marché qui offrait des opportunités, donc peut-être aller piocher dans ces 20-30% de fonds euros du capital de l'épargnant pour aller saisir des opportunités de marché, actions, obligations, j'en parle pas non plus parce que jusqu'alors c'était pas très bon, on y revient petit à petit, mais voilà, effectivement j'avais oublié. Donc là on y revient. Qu'est-ce qui a fait la bascule, voilà, alors dites-nous. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Alors plusieurs choses, déjà le rendement, non mais ça c'est inévitable, la concurrence du livret A, je pense que ça va être aussi l'une de vos questions Eva. Une fois que le fonds euro est arrivé cette année dans les... je parle sous votre contrôle Marion, mais entre 2 et 2,5 pour les bien meilleurs, on commence effectivement à se dire que c'est assez rémunérateur. Même si l'érosion monétaire fait qu'on est encore perdant quelque part de la moitié. Néanmoins, c'est quand même mieux que le compte courant, parce qu'on se rend compte que notamment, on en parlait depuis la période Covid, les Français ont tendance à épargner toujours plus et laisser beaucoup d'argent sur les comptes courants à zéro. Donc aujourd'hui, la bascule, c'est le taux servi. Taux servi à 2, même à 2, c'est quand même mieux que zéro, vous l'avouerez, que sur le compte courant. Après, j'en passe, on pourrait discuter assez largement des avantages et des atouts civils et fiscaux de l'assurance vie, mais ne serait-ce qu'en termes de rémunération, on est effectivement mieux sur un fonds euro que sur son compte courant. Donc on va commencer à le proposer, voilà c'est ça, on a l'impression qu'il y a véritablement une bascule. Ce fonds euro, on va commencer à en reparler aujourd'hui aux épargnants. Alors je pense qu'on n'a jamais arrêté d'en parler au sein d'une allocation finalement, avec une part en fonds euro qui assure une part finalement certaine et garantie et qui permet aussi d'aller chercher de la performance sur les unités de compte. Donc c'est vrai qu'en redevenant sur une pente croissante. Vous disiez, Eva, ça fait plus de 20 ans. J'ai regardé, c'est depuis 1990 que le rendement du fonds euro baissait. Donc là, on est en 2022. Pour la première fois, il est remonté. Et si les taux se maintiennent au niveau actuel ou continuent de monter, ce rendement va continuer à monter. Alors, il va monter doucement parce que de par la mécanique du stock, le fonds euro, c'est un gros paquebot. Donc, ça ne remonte pas aussi vite que des taux de marché et c'est des réinvestissements progressifs dans des meilleures conditions qui font que, vu de l'épargnant, ça redevient quelque chose d'intéressant. Alors, ce n'est pas une performance dans l'absolu incroyable parce que ça a été dit, on regarde le rendement réel, mais néanmoins, pour des épargnants qui sont averses au risque et qui ne souhaitent pas aller prendre du risque pour générer de la performance, finalement, ça redevient quelque chose de possible. Séverine Flotte de Pouzols en a parlé justement, elle a parlé de ce livret A. Il y a un impact justement de cette hausse des taux du livret A passé à 3% sur cette hausse des rendements du fonds euro. Alors, les deux sont complètement déconnectés parce que le taux du livret A, il est fixé par le gouvernement. Alors, en théorie, avec une formule, mais avec une latitude pour l'adapter. Et le taux de l'assurance vie, il est décidé par chaque assureur compte tenu à la fois du rendement de son actif et des réserves qu'il a constituées. Alors évidemment que ça reste une référence et quand un assureur décide de son taux de participation aux bénéfices, il regarde l'environnement concurrentiel, mais les deux sont assez déconnectés. Et le livret A reste un taux volatile. Si l'inflation rebaisse, le taux du livret A va rebaisser assez vite, alors que les rendements de l'assurance vie sont quand même drivés par le rendement des obligations. Et donc la remontée des taux va conserver une dynamique positive dans la durée. Parce que les épargnants continuent aujourd'hui de privilégier les livrets réglementés. Alors aujourd'hui, très clairement, depuis, a fortiori depuis le 1er février, le passage à 3% des livrets réglementés, effectivement, il n'y a pas que le livret A, il y a le livret de développement durable également. Non, je crois que ça ne se fait pas vraiment concurrence. En tout cas, c'est ce qu'on se disait avec Marion avant cette interview, c'est que c'est surtout la collecte livret réglementée à 3%, c'est surtout des personnes qui avaient pléthore, je dirais, ou en tout cas une surmasse d'épargne sur les comptes courants à zéro. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence. Après, moi je dirais une chose, c'est que le livret A, c'est vraiment l'opposé de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le long terme. Il y a le mot assurance. Les assureurs sont des personnes qui savent gérer le temps long. Nos retraites, ne l'oublions pas. Les livrets réglementés, ça c'est vraiment pour la trésorerie court terme. On appelle ça la trésorerie de précaution. Et n'oublions pas que c'est quand même plafonné à 23 000 €.
Donc, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est vrai qu'en général, on se trouve avec une population d'épargnants qui arrive très rapidement au plafond, donc ils gardent cette trésorerie de précaution, mais ça ne fait pas concurrence finalement aux fonds euros. Ce ne sont pas les mêmes profils ? Ce ne sont pas du tout les mêmes profils. On va vraiment sur les livrets réglementés pour la trésorerie de précaution, la trésorerie à 6 mois, 1 an, pour changer sa voiture, son frigo, que sais-je, faire face à un accident, entre guillemets, de la vie courante. Quand on parle du fonds euro, c'est vraiment un placement plutôt long terme. J'aime à dire aussi que globalement, à date, la différence de rendement entre un fonds euro moyen et le livret A, c'est maximum 1 point. Sur 23 000 euros, ça ne fait jamais que 230 euros par an de surperformance. Alors qu'un épargnant qui viendrait à se dire, tiens, c'est pas mal, je vais racheter mon fonds euro, puis en plus on m'a prélevé les prélèvements sociaux au fil de l'eau, donc tiens, je vais faire un rachat sans douleur fiscale du fonds euro, puis je vais aller chercher 1% de plus de performance, puis je vais habiller toute ma famille de livrets réglementés. Bon, j'en vois quelques-uns. Je pense que c'est pas la bonne chose. Ça, c'est très court-termiste, et comme on ne choisit pas la date de son départ définitif, vous voyez, quelqu'un qui mettrait, par exemple, 23 000 euros, qui laisse 23 000 euros sur son fonds euro dans le cadre de l'enveloppe juridique et fiscale de l'assurance vie. Il disparaît, c'est 23 000 euros, c'est 4 600 euros de frais de succession quand même. Oui, pour aller gagner 230 euros au maximum annuel, il va peut-être faire perdre 4 600 euros à ses bénéficiaires. Donc je pense que la notion civile et successorale, qui est quand même l'essence même de l'assurance vie, est tout à fait un élément à considérer. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. On parlait, vous en avez un tout petit peu parlé, mais c'est ce que je disais en préambule de cette émission. Petit bémol tout de même, l'inflation galopante en ce moment. Voilà, est-ce que ces hausses aujourd'hui permettent, j'imagine que vous allez me dire non, de contrer la perte de pouvoir d'achat aujourd'hui des Français ? Alors aujourd'hui, on a vécu une année 2022 très difficile parce que, on l'a vu, ça fait quand même des années que le fonds euro rapportait très peu. On a une inflation importante et dans le même temps, 2022 a été une année très difficile sur les marchés financiers puisque à la fois les marchés actions ont baissé, donc ça on a déjà été habitué à des chocs, mais la spécificité de 2022, c'est qu'on a aussi eu un choc obligataire, c'est-à-dire que la remontée des taux fait que la valeur d'une obligation baisse aussi. Donc les marchés obligataires ont baissé à peu près de 15%. Donc finalement, il n'y a aucun actif qui a vraiment résisté. Donc aujourd'hui, la réponse est non. Pour autant, si on se projette sur l'avenir, alors on ne sait pas quelle va être l'évolution de l'inflation, mais le fait que les taux d'intérêt remontent ouvre quand même des perspectives de rendement sur l'épargne. On en a parlé, que ce soit des livrets, que ce soit bien évidemment le fonds euro qui va bénéficier de ces rendements dans la durée, mais également en unité de compte, on a des classes d'actifs qui vont redevenir attractives. On a parlé de l'obligataire et on a aussi des types de placements qui finalement dérivent de l'obligataire. Je pense par exemple à des fonds à maturité, où finalement on va investir dans un portefeuille d'obligations qui est détenu jusqu'à l'échéance, ce qui fait qu'on va pouvoir bénéficier du coupon de l'obligation et sans être soumis au choc de valorisation, ou par exemple des fonds structurés. Donc voilà, on voit qu'on retrouve une panoplie, finalement, la remontée des taux, ça redonne du moteur de performance sur tout un tas d'actifs, et donc c'est là-dessus qu'on va travailler sur 2023. La remontée des taux obligataires va contribuer à l'attractivité du fonds euro. Oui, puisque comme le disait Marion en préambule, et c'est bien la technique du fonds euro, comme vous l'exprimiez, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs rachètent des obligations à bon prix, enfin, à des taux de rendement de l'ordre de 3,5. Je pense que les OAT, on est de l'ordre de 3,5, on va dire, en France en tout cas. Ces OAT sont là pour 10 ans. Aujourd'hui, je crois que les assureurs vendent finalement des obligations d'il y a 10 ans. Donc 2011-2012, on était à peu près au taux d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a aussi porté une partie de la performance du fonds euro. Je pense qu'il n'y a pas que la participation bénéfice. Je pense que techniquement, en 2022, et ce sera sans doute le cas aussi en 2023, c'est que les obligations qui arrivent à terme du fonds euro sont des obligations qui étaient rentables. Donc là, effectivement, notre livret, et tant mieux, je pense, va rebaisser d'ici 1 an ou 2, on ne sait pas. En revanche, techniquement, le fonds euro, lui, va continuer à délivrer de la performance. Donc finalement, si on raisonne à 5 ans et à 10 ans, le rendement du fonds euro n'est pas si mal. Mais jusqu'où ? Alors justement, jusqu'où va aller cette hausse ? Ça, c'est la courbe des taux longs qui va nous le dire. Si les banquiers centraux continuent à augmenter les taux,
souhaitable ou pas, je ne suis pas là pour en juger. Mais en tout cas, s'ils continuent à augmenter les taux, forcément, ça peut être bénéfique quand on est en capacité de collecte du fonds euro et donc d'acheter des obligations rentables. Après, si les taux baissent de nouveau, ça deviendra un peu moins intéressant. Mais toutefois, je crois que dans les fonds, que dans les fonds euros, il y a quand même une partie diversification. Les assureurs n'achètent pas que de l'OAT à 10 ans. Il y a aussi sans doute des actions, de l'immobilier, etc. Ce qui porte un peu la performance. Et d'ailleurs, les assureurs ont fait une belle année 2021. Où les marchés étaient plutôt bons, et ce qui a permis, je pense, d'engranger aussi des bénéfices qui ont pu être redistribués en 2022. Alors jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin des réserves. Donc faisons confiance aux assureurs en leur capacité à bien gérer les fonds euros, ce qui est une vraie technicité. Retour en force, donc on conclura là-dessus. Alors retour en force, je sais pas, je voulais juste compléter un élément, et je vais être rapide. En 10 secondes. Par rapport, c'est de se dire en fait, sur les 3 dernières années, on était à taux négatif. C'est aussi pour ça que les assureurs ont globalement fermé aussi les vannes sur le fonds euro pour ne pas réinvestir dans des conditions dégradées et réinvestissent maintenant avec des obligations, avec des meilleurs rendements. Donc ça augure de bonnes choses pour la suite. Et voilà, on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir discuté avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Séverine Flotte de Pouzol, fondatrice de la financière de l'Aubrac, merci de nous avoir accompagnés. Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.